Alors, je suis Vivien Cormier, développeur mobile à Ripple Motion, donc sur les plateformes iOS et Android, et aussi développeur back pour tout ce qui est API avec Django. Donc, et pour ma part, Félix Drive, donc tout comme Vivien, je suis développeur mobile iOS Android et développeur sur la partie serveur Django. Alors, ensemble, on va voir l'intégration de solutions de paiement mobile, un retour d'expérience. Donc, on ne va pas trop rentrer dans le détail technique, mais plutôt sur les problématiques et les chantiers que vous pourrez rencontrer, et des chantiers qui sont inévitables lorsque vous voulez mettre en place des solutions de paiement. Donc, on va faire une petite présentation de Ripple Motion. Donc, Ripple Motion a une partie éditeur où on crée nos propres applications, dont l'application Essence, qui est un comparateur de carburant. C'est environ 500 000 utilisateurs mensuels et 3 millions de téléchargements. Donc, on en a entendu parler récemment avec la grève des distributeurs de carburant. On a aussi une partie agence où là, on conçoit des solutions pour nos propres clients, avec une partie reprise de code pour des personnes qui avaient avant un autre prestataire et qui souhaitent passer chez nous. Nous, on récupère ce code-là, on le stabilise, on ne le change pas entièrement. Il y a aussi une partie conseil expertise avec le retour qu'on a avec Essence, par exemple, où là, c'est comme c'est une application grand public, on a une expertise sur le grand volume, sur les montées de charge en serveur, etc. On utilise cette expérience-là. Donc voici le sommaire, en gros, qu'on va suivre maintenant. Donc tout d'abord, on vous fera un petit sondage suivi de quelques petits chiffres. Vivien vous présentera les différents flux financiers qu'on a pu mettre en place. On vous présentera les besoins clients qui sont en général les mêmes sur n'importe quel fournisseur de paiement. On passera sur les différentes contraintes techniques, légales et économiques. Et enfin, on vous fera notre petit retour d'expérience avec tous les gros chantiers qu'on a eu à développer. Donc tout d'abord, je vais faire un petit sondage à main levée. Donc est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent intégrer une solution de paiement mobile d'ici peu? D'accord. Et est-ce qu'il y en a qui ont déjà intégré dans le passé? D'accord, ok. Donc tout ça pour mettre en avant que de toute façon, là maintenant, le commerce sur mobile est en très forte augmentation. Donc souvent c'est un chiffre, enfin c'est justement une croissance annuelle à 2 chiffres. Et c'est donc pour ça que toutes les entreprises maintenant veulent leur petit part du gâteau. Ils veulent forcément mettre en place leur solution de paiement pour vendre leurs produits sur les mobiles. Mais donc il y a quand même un problème assez récurrent, c'est le contexte réglementaire. Il y a beaucoup de règles pour le paiement, c'est quand même quelque chose de très critique. Donc il y a plein de choses auxquelles il faut faire attention. Et donc on va vous présenter tout ça. Donc les flux financiers. Là, on va voir les principaux flux financiers, il y en a d'autres. Ces flux financiers dépendent de votre projet. Donc on a récupéré quelques exemples. Dans le cas où vous êtes le vendeur de votre propre produit ou de vos propres services, le schéma est assez simple. Donc là, on a comme exemple Sushi Shop ou la SNCF, où là, l'utilisateur va acheter directement à vous le bien ou le service, donc avec paiement par carte. Pour ce qui est de la facturation sur ce flux financier, il reste assez simple. C'est vous, en tant que marchand, qui allez facturer votre utilisateur. Donc là, c'est assez simple. Alors maintenant, dans le cas où vous êtes une place de marché. Donc une place de marché, c'est par exemple Uber ou Airbnb. Là, d'un point de vue utilisateur, lui, il va faire un achat sur votre place de marché. Donc pour lui, c'est assez transparent. Il a l'impression de toujours acheter chez vous. Mais au niveau des transactions, là, c'est un petit peu différent. Il y a le marchand qui se met dans la boucle. Et donc l'utilisateur va payer ce marchand. Et ensuite, la place de marché va récupérer la commission. Donc là, pour la facturation,
ça devient un petit peu plus compliqué. C'est normalement le marchand qui devrait facturer l'utilisateur, parce que c'est lui qui a vendu son bien ou son service. Mais pour faciliter, et c'est un peu le but de la place de marché, ça va être à vous de faire ces démarches-là. Donc vous allez délivrer une facture par ordre et pour compte de votre marchand à votre utilisateur. Donc là, c'est un peu la petite subtilité pour les places de marché. Et vous allez aussi facturer à votre marchand votre commission. Maintenant, une petite variante. Donc, si vous souhaitez dynamiser vos ventes en tant que place de marché, ce qu'on entend par dynamiser les ventes, c'est par exemple si vous voulez allouer un budget pour récupérer de nouveaux utilisateurs ou pour motiver vos utilisateurs actuels à faire des achats, vous allez allouer un budget et donner des bons de réduction. Donc ces bons de réduction vont être utilisés par vos utilisateurs au moment de l'achat. Donc là, on va le voir comme on voit dans le schéma. L'utilisateur achète, donne l'argent au marchand, le marchand redonne sa commission. Et là, vous allez rembourser le bon de réduction au marchand. Là, ce qui est un petit peu plus dur, c'est la facturation. Toujours la même chose, facturation à l'utilisateur par ordre et pour compte du marchand pour l'utilisateur, facturation de la commission, facturation du bon de réduction par ordre et pour compte du marchand à votre place de marché. Donc toutes ces factures, ça commence à être un peu complexe, il faut bien le gérer. Toutes ces factures font partie de la compta du marchand, donc ils doivent être récupérables, archivables pendant 10 ans. Voilà, il y a des petites règles aussi à avoir. Donc là, c'est tout ce qui est flux financier. Donc après, il y a des besoins qui sont récurrents par rapport à n'importe quel flux financier. C'est des besoins que nos clients et vous, en tant que place de marché, avez. Nous avons par exemple le souhait de faciliter l'achat au sein de votre application. Donc ce qu'on entend par là, c'est par exemple ne pas avoir rentré sa carte de crédit à chaque achat, pouvoir gérer plusieurs cartes de crédit, une carte de crédit perso, une pro, avoir aussi un UX simple au sein de l'application qui puisse s'intégrer dans l'application déjà actuelle. Donc ça, c'est des choses à mettre en place. On a aussi la limitation de la fraude. Donc ce qu'il faut savoir pour la fraude, c'est que quand un utilisateur achète sur votre place de marché ou sur à vous directement avec une carte frauduleuse et que le vrai propriétaire de la carte fait opposition, ça sera à vous de rembourser l'argent. Ce n'est pas les banques qui se chargent, qui font à leurs propres frais le remboursement. L'argent va vous être réclamé à vous, place de marché. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment limiter au plus la fraude sur votre application. Les clients ne veulent pas et ne peuvent pas stocker les données bancaires parce qu'il faut des accréditations particulières. Donc c'est pour ça qu'on utilise des fournisseurs de paiement comme MangoPay, Braintree ou Stripe. Et enfin, donc pour nous, en tant que conseil et expertise, on se doit justement de vous conseiller de la manière la meilleure possible. Par contre, ce qu'il faut qu'on fasse attention, justement, c'est à tous les impacts qui peuvent arriver. Donc, notamment, on a pu voir avant avec la facturation. Ça, c'est des choses qu'il faut prévoir dès le début parce que c'est très compliqué à mettre en place. Il faut faire appel à des experts à ce niveau-là, etc. Maintenant, on va passer sur les différentes solutions. Donc, je vais vous présenter les solutions des fournisseurs de paiement, donc, comme MangoPay, Braintree, Payline, etc. Donc, on a deux types de fournisseurs de paiement, sachant que certains fournisseurs peuvent faire partie des deux catégories, comme MangoPay. Donc, en fait, on a le web payment. Donc, ça va être plus dans votre application. Vous allez avoir une page web qui va se glisser dans votre application. Donc c'est quelque chose qui est simple à mettre en place, mais par contre, c'est pour les flux financiers qui sont justement aussi simples. L'UX est aussi très limité. Comme je vous ai dit, c'est une page web. Donc dans une application mobile, c'est pas vraiment top, c'est pas ça qu'on veut. Donc en général, pour avoir quelque chose de plus joli, on va se tourner vers une architecture plutôt client-serveur à ce niveau-là, où on va intégrer un SDK de notre fournisseur de paiement.
Et donc voilà, donc là on a donné les 3 flux financiers que Vivien a présentés juste avant. Et on remarque en fait que le web payment, comme je vous ai dit, il est très difficile à mettre en place à partir du moment où vous avez plusieurs transactions, plusieurs flux financiers, enfin un flux financier qui reste complexe. Donc c'est ça qu'il faut réussir à détecter en fonction de vos besoins. Donc, nous, on est parti sur plus une architecture client-serveur. Au niveau des contraintes, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que votre client va vouloir toujours faire évoluer votre application. Donc pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Vous manipulez de l'argent, des transactions. Il va falloir mettre des tests robustes en place. Et donc, pourquoi des tests robustes? Parce qu'il va falloir éviter les régressions quand vous allez mettre à jour vos applications, quand vous allez mettre à jour votre serveur, etc. Donc ça a un coût qui est assez élevé, mais néanmoins, ça reste obligatoire. D'ailleurs, là-dessus, on a, il me semble, une présentation qui présente les tests un peu plus profondément sur notre blog, il me semble. Et ensuite, la supervision. Donc la supervision, ça va plus être pour avoir des indicateurs, pour savoir si votre serveur est tombé, pour savoir si toutes vos transactions passent, des choses comme ça en temps réel. Et ça, c'est nécessaire quand on fait du paiement. C'est même obligatoire pour le bon déroulé de vos applications. Donc ensuite, pour les contraintes légales. Donc là, on en a un groupe de 2, ça va être le stockage et la sécurisation des données. Donc celle-là, comme l'a dit Vivien tout à l'heure, il vous faut forcément une accréditation. Ça ne s'obtient pas si facilement, c'est pour ça qu'on passe par des fournisseurs de paiement qui les ont et qui se chargent de les stocker et de les sécuriser. On a ensuite la fraude. Donc là, c'est pareil, le mécanisme des banques qui viennent récupérer l'argent des fraudeurs pour les redonner aux vrais titulaires de la carte. Donc ça, il faut vraiment faire attention avec ça, ça peut surprendre. Il faut prévoir des fonds pour ça. Et ensuite, le blanchiment d'argent, donc ça c'est une contrainte qui est vraiment cachée, parce qu'en fait c'est une contrainte qui vient des banques, des États. Pardon. C'est eux qui vont vouloir éviter qu'on puisse blanchir l'argent. Donc c'est caché, mais elle est présente. Ils vont vouloir, par exemple, vous donner... Enfin, vous êtes obligé de mettre en place des types de comptes assez spécifiques, on en reparlera tout à l'heure, et des documents vraiment très contraignants, comme des cartes d'identité, des choses comme ça. Bon, après, c'est quand vous dépasserez les plafonds de paiement. Et comme contrainte économique, c'est juste qu'il faut le dire que c'est un coût élevé à court terme. Forcément, si vous mettez en place donc, tous les chantiers qu'on va vous présenter ensuite, c'est quelque chose qui va vous coûter pas mal au début, mais si vous faites les choses bien dès le départ et vous pensez à peu près à tout, normalement vous allez amortir ça sur un plus long terme. Alors maintenant on va parler de notre retour d'expérience avec MangoPay. Donc on parle de MangoPay, mais on peut avoir les mêmes problématiques avec d'autres fournisseurs de paiement. Alors, le premier chantier est la fraude. Donc au début, on s'en occupe pas trop la fraude parce que bon, on n'a peut-être pas trop de clients, donc ça passe. Au bout d'un moment, ça devient assez problématique parce qu'on a quand même pas mal d'argent à rembourser. Donc comme c'est à la charge du responsable de la place de marché, on évite. Donc la solution la plus fiable, c'est de mettre en place le 3D Secure. Donc le 3D Secure, c'est quoi? C'est au moment du paiement, on peut recevoir un SMS sur notre téléphone portable pour rentrer un code sur le formulaire. On peut aussi, par exemple, pour certaines personnes, avoir comme une petite calculette, un boîtier. On met notre carte de crédit, on rentre un code, il nous en donne un autre et on doit le mettre sur le formulaire. On a aussi une autre méthode, je crois c'est avec une grille, où il nous donne un code, on en redonne un autre et on doit le rentrer. Donc, pour certaines personnes, c'est très contraignant de mettre en place, de rajouter ce code de 3D Secure pour certains utilisateurs. Donc, ils n'arrivent pas à le faire, ils n'ont jamais réussi à le faire. Donc si vous mettez en place le 3D Secure sur tous vos achats, vous allez voir une grosse perte d'argent parce que vous avez pu avoir beaucoup d'achats. Ça bloque beaucoup de personnes. Donc ce qu'il faut faire, c'est de déclencher le 3D Secure au bon moment, de ne pas le mettre tout le temps, de le mettre par exemple à l'ajout d'une nouvelle carte de crédit, au remplacement d'une carte, aussi de contrôler la fréquence d'achat.
Donc quand un utilisateur a une fréquence d'achat un peu plus élevée que la moyenne, là on va se mettre à déclencher le 3D Secure. C'est pas, ouais, le 3D Secure, faut pas le mettre vraiment à chaque fois. Ça descend vraiment les ventes, quoi. Donc pour ce qui est du blanchiment d'argent, comme je vous disais tout à l'heure, certains fournisseurs de paiement vont vous obliger à mettre en place des types de comptes. Donc là, par expérience avec MangoPay, on avait des comptes pour les particuliers et des comptes pour les entreprises. Donc ça va être des informations qui vont être demandées, qui vont être complètement différentes, mais que vous êtes obligé de mettre dans vos formulaires. Donc quand votre client vous demande oh, je voudrais simplement un nom d'utilisateur et un mot de passe, eh bien non, il va falloir aussi la date de naissance, la nationalité, tout un tas de champs qui se rajoutent et qui sont vraiment obligatoires. Et pour les entreprises, ça va être d'autres champs comme tous ces numéros d'entreprise qu'on peut avoir, son nom d'holding, etc. Et ensuite, une autre chose qui vient plus tard, donc ça c'est plus quand vous commencez à avoir beaucoup de transferts d'argent. Donc ça c'est aussi en fonction du type de compte. Si vos utilisateurs payent plus de 1 000 € par an, il va falloir fournir des documents. Donc ces documents, enfin lui il va falloir qu'il fournisse des documents. Et ces documents ça va être genre la carte d'identité, des justificatifs peut-être de domicile, enfin des choses comme ça. Et il va falloir lui demander et en attendant il ne peut plus acheter. Et par exemple pour vos marchands, qui, eux, vont commencer à générer beaucoup d'argent et vont vouloir récupérer leurs sous, ça va être un plafond qui est à 2 500 € par an. Et par contre, pour eux, ça va être le cabis et les déclarations des actionnaires. Donc quand c'est un petit marchand qui est tout seul, ça va. Quand vous êtes associé avec un grand groupe, eh ben, faut tous les actionnaires et ça peut prendre vraiment du temps. Donc il faut y penser vraiment bien avant. Donc, comme on a vu tout à l'heure, la facturation, elle reste très complexe dans certains cas. Et bien entendu, les fournisseurs de paiement ne pensent pas au cas, par exemple, avec le bon de réduction qu'on a vu, avec donc 3 transactions, 3 factures qui vont un peu dans tous les sens. Donc ça, c'est à vous aussi de le mettre en place par derrière, mais il faut le savoir, vraiment, le flux financier que vous allez réaliser. Et tout ça, ça suit des règles comptables qui sont vraiment très compliquées. Et seulement les experts comptables, en général peuvent les connaître. Donc c'est pour ça qu'il faut se faire accompagner aussi à ce niveau-là, au niveau comptable. Vient ensuite l'heure du remboursement des mécontents. Donc là, rembourser tous les flux, donc c'est pareil, vous n'avez qu'un seul flux, c'est facile. Le fournisseur de paiement, en général, va avoir ses petites API pour le faire très facilement. Mais bien sûr, il va falloir annuler toutes les factures. Donc ça, c'est pareil, il faut faire des avoirs sur les factures. Quand vous avez 3 transactions et 3 factures, eh ben, faut aussi le prévoir. Et bien entendu, après, c'est en fonction du fournisseur de paiement. Vous allez avoir des petites contraintes supplémentaires qui vont se rajouter. Donc imaginez que vous êtes vendeur de bonbons, donc vous vendez des bonbons à 50 centimes. Bah, sachez que, par exemple, sur MangoPay, bon là, pas de chance, eh ben, vous ne pourrez pas rembourser vos utilisateurs s'ils font un paiement en dessous d'1 €. Donc comment faire à ce moment-là? Eh ben, la question est toujours posée. L'autre gros chantier, et le dernier, c'est les tests. C'est très important parce que c'est quand même de l'argent qu'on gère. Donc pour la mise en place de tests, comme on en fait énormément, au début, la solution la plus simple, c'est d'appeler directement, de faire les appels à l'API du fournisseur de paiement. Ces appels, comme on en fait beaucoup de tests sur un projet, on a environ 500 tests pour les paiements, donc ça prend énormément de temps. Et les tests ne sont pas toujours très fiables, surtout sur l'API de Sandbox. Donc ce qu'on a mis en place des mocks, c'est une couche émulateur qui va d'émuler l'API de votre fournisseur de paiement. Donc ça permet de rendre les tests beaucoup plus rapides et beaucoup plus fiables, et d'en faire donc beaucoup plus. Dans les tests aussi, la difficulté, c'est de tester le 3D Secure, s'il n'y a pas de solution pour bypasser le 3D Secure lorsqu'on fait un test. Donc là, on va être obligé de simuler le comportement d'un utilisateur en remplant le formulaire, en le validant, à chaque fois qu'on fait un test de paiement sur le 3D Secure. Donc ça a un coût de mettre ça en place. Il y a aussi énormément de cas d'erreur à tester sur les transactions.
et tous ne sont pas testables. Donc il faut prévoir les cas où ce cas d'erreur de transaction n'est pas pris en compte. Donc là, on vous a présenté les différents chantiers du coup, qui nous sont arrivés les uns après les autres, parce qu'au tout début, on ne les avait pas tous prévus. Il a fallu donc tous les mettre en place au fur et à mesure, notamment la facturation, qui a été très compliquée à insérer. Et donc c'est pour ça que du coup, on peut voir que toutes les solutions de paiement sont plus ou moins complexes à mettre en place. Bien entendu, il n'y en a pas de simple. Donc c'est ça qu'il faut se mettre en tête. Et donc c'est pour ça qu'avec ces chantiers, tous ces différents chantiers, il faut pouvoir se faire accompagner, parce que c'est des chantiers qui sont quand même prévisibles si on y fait bien attention au début. Donc il faut bien se faire accompagner, bien se faire conseiller, donc choisir de bonnes personnes pour venir réaliser votre projet. Donc voilà, si vous avez des petites questions.